Le train n'arrive pas avant 8 heures. Alors on a le temps de penser à bien des choses. Je me sentais dans un drôle d'état. Ce sentiment d'aller au-devant de l'inconnu. Si le train s'était arrêté, je pense que je serais descendue et que je serais rentrée à pied à Toronto. Pourtant, j'avais longuement réfléchi à mon projet. Mais c'était irrévocable maintenant. Et j'en ressentais une angoisse terrible. Qu'est-ce que j'allais faire à Montréal? Je voulais connaître une société nouvelle. Me trouver plongée brusquement dans un monde au langage, aux habitudes différentes. Par là, j'espérais me découvrir moi-même. Cette expérience me permettrait de faire la part entre ma vérité profonde et les préjugés de mon propre milieu. Hey, mademoiselle, vous arrivez de la campagne? Est-ce que je peux vous conduire quelque part? Je ne peux pas attendre ici toute la journée. Il faut que je travaille, moi. À quelle place, mademoiselle? 2475 Maplewood. 2475 Maplewood. Ah, OK, let's go. Me voilà donc à Montréal. Ici, je pourrais comprendre les fameuses difficultés du Québec. Je veux connaître les gens, leur mentalité, leurs aspirations, leur vie quotidienne. Ensuite, je pourrais juger s'ils ont raison d'être mécontents. Chez nous, on entend les gens plus âgés dire d'un ton résigné « Encore les Québécois qui s'agitent, ce n'est pas la première fois. » D'autres disent « Eh bien quoi, qu'ils se séparent s'ils y tiennent tant. » Et puis, naturellement, il y a les vieux préjugés, les vieilles rancunes, those damn French. Je n'ai pas l'impression d'être tellement différente de la moyenne des gens. Vient un moment dans la vie où on a envie de tout lâcher, de partir. On a passé toute sa jeunesse dans la même maison, dans la même ville. On veut s'ouvrir des horizons. Il faut être disponible. Partir seul, me dépayser et voir comment je m'en tirerais dans un contexte inconnu. C'est ça qui me tentait. On entend parler des Canadiens français, mais à Toronto, c'est aussi rare qu'une aiguille dans un tas de foin. Je pense être une Torontoise assez typique. J'ai vécu là toute ma vie et je n'ai jamais voyagé très loin. C'est à l'Université de Toronto que j'ai commencé à m'intéresser au Québec, à sa langue, à son histoire, à sa littérature. Mais je voulais en savoir davantage, c'est-à-dire plus que je n'en pourrais jamais savoir à Toronto. J'avais entendu parler d'un cours de littérature canadienne à l'Université de Montréal qui combinait l'étude des littératures d'expression française et anglaise. Cela n'existe nulle part ailleurs au Canada, je crois. Tout est toujours bien partagé entre les départements d'études anglaises et françaises et les cultures ne se rejoignent jamais. Pourtant, la littérature comparée est une discipline reconnue dans le monde entier. Ah, bonjour. Je me suis donc inscrite et on m'a admis à préparer une maîtrise en littérature canadienne. En même temps, on retenait mes services pour quelques heures d'enseignement au département d'anglais. Est-ce que possible pour moi de comprendre les écrivains canadiens français, puisque je suis canadienne-anglaise? Oui. Est-ce que possible ou non? Bien, c'est une bonne question. Comme on dirait en anglais, it's a good question. Je ne sais pas si vous pouvez communiquer
avec la littérature canadienne-française aussi profondément qu'un Canadien français. Cela me rappelle une phrase de Faulkner qui disait à peu près ceci, qu'on ne pouvait pas véritablement comprendre sa littérature à moins d'être du Sud. Je crois que vous comprendrez la littérature canadienne-française dans la mesure où vous chercherez à comprendre la situation des Canadiens français. Par exemple, pour parler de la littérature canadienne-française contemporaine, il est clair que la littérature canadienne-française, depuis un quart de siècle, illustre cette révolution qu'on appelle maintenant la révolution tranquille. En fait, je crois que la littérature exprime tout haut ce qu'un peuple pense et vit tout bas. Et que dans ce sens, la littérature canadienne-française nous dit à l'avance ce qui devait se passer. Quand on songe aux récriminations des Québécois au sujet de l'usage du français, on pourrait croire que si un étranger s'adresse à eux en français, ils seront trop heureux de lui répondre dans leur langue. Madame, je veux avoir quelque chose pour le souper. Pouvez-vous faire des suggestions? Yes, madam. What you like? I have the cheese. Combien coûte le camembert? That's 80 cents. Dès qu'ils sentent que vous n'êtes pas de langue française, ils s'empressent de sortir leur meilleur anglais. « Oh yes », disent-ils d'un air entendu, c'est-à-dire pas la peine de vous fatiguer. Eh bien moi, d'avoir à poursuivre la conversation en anglais, ça m'humilie au dernier degré. Comme si on me considérait trop stupide vraiment pour savoir jamais parler une autre langue que la mienne. Quel genre de livre, quel auteur désirez-vous? Un livre de poésie humorous? Nous avons une très bonne étude sur la poésie moderne. Ça vient de paraître. Mais est-ce que c'est une étude et pas la poésie, n'est-ce pas? Je veux avoir un livre de poésie. Do you want to continue in English? Non, je veux parler français, s'il vous plaît. Aimez-vous André Breton, peut-être? Une poésie complète, les poésies complètes d'André Breton. C'est tout de même un réconfort de penser que quelques-uns vous font confiance et vous autorisent l'usage de leur langue. Oui, je pense. Alors, peut-être... Nous savons que pour André Langevin, la vie est amère, que les êtres ne communiquent pas entre eux, et nous avons rencontré déjà quelques prototypes de celles qui sont là pour dispenser la consolation aux hommes. Le sentiment de ne pas participer autant que les camarades au cours du professeur est très irritant. Quand toute la classe rit d'un bon mot qu'on n'a pas saisi, on est malheureux comme tout. On se traite d'ignorant, on se demande si on est bien à sa place. Cette femme, c'est Miss Gallagher. Elle représente... Comme la tension doit se partager entre la compréhension des paroles et celle du sens, on a un double effort à fournir, en sorte que, dans les premiers temps surtout, après chaque cours, j'étais passablement exténué. Voici la scène, en somme, qui se passe à moitié en anglais, à moitié en français. Au début, je me sentais en marge de tout. Personne ne s'intéressait à moi, même pas à titre de corps étranger, de curiosité anglaise parmi ces milliers d'étudiants de langue française. Après quelques jours, heureusement, un peu par hasard, à l'occasion des initiations, je me suis trouvée mêlée à des manifestations étudiantes. C'est par là que j'ai commencé à m'intégrer au milieu. C'était très amusant, mais aussi très nouveau pour moi. Dans les universités de langue anglaise, les initiations sont devenues des cérémonies assez paisibles,
qui n'ont rien de comparable au déchaînement des étudiants d'ici. Pas la foire. Mon choix, je mets ça dans un sac, ça va tout être remis après la soirée. Avec mon œil. Sans venir d'un milieu plus puritain qu'un autre, je dois reconnaître que ce qu'on appelle les convenances jouent un rôle beaucoup plus important dans les familles et la société torontoise que dans les milieux canadiens-français. Les bienséances chez nous imposent de ne pas extérioriser ses sentiments, d'éviter tout ce qui peut être considéré comme exagéré ou inconvenant. À Toronto, on imaginerait mal une initiation pour garçons et filles ensemble. En tout cas, on ne concevrait pas qu'ils se dévêtent même partiellement dans un même lieu. On n'accepterait de rapports officiels entre les sexes qu'au plan du travail, par exemple, ou peut-être d'une initiative de bienfaisance ou quelque chose comme ça. Ici, on est beaucoup plus décontracté. Les conventions, il doit y en avoir, mais on sent chez les étudiants, en tout cas, qu'elles ne sont là que pour être secouées. Bonjour, mademoiselle. Une des choses que j'ai découvertes à Montréal, c'est qu'une femme est toujours une femme. À Toronto, une étudiante a beaucoup de difficultés à se sentir femme devant ses amis très intellectuels qui ne l'invitent jamais et lui parlent tout le temps. Ici, la vie sociale ou sentimentale et la vie intellectuelle sont beaucoup mieux intégrées. Du moins, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. Et les hommes ne sont pas réfractaires aux conversations sérieuses, même dans les sorties à 2 ou à 4. J'imagine que dans un cocktail party, on ne verra pas ici, comme à Toronto, les hommes à une extrémité de la pièce et les femmes regroupées à l'autre bout. He doesn't even come in contact with the problem. I've wondered if people have been posing when they, said that I am a separatist. What is the Avec Myriam, qui est ici depuis plus longtemps que moi, je tente de faire le point. Je lui fais part de mes impressions et nous essayons de cerner le mieux possible la réalité canadienne-française. La question séparatiste nous passionne. Myriam divise les séparatistes en 2 groupes. Il y a les types intelligents et convaincus qui ont lancé le mouvement et lui ont donné sa valeur, et puis tous les autres qui suivent par paresse ou parce que c'est la mode. Il y a 2 ans, tout le monde était séparatiste. À présent que la nouveauté s'est un peu usée, beaucoup s'en éloignent ou s'en désintéressent. Il reste les irréductibles, le noyau sérieux et sincère. Sur le fond de la question, avec les séparatistes, Myriam évite de prendre position. Elle écoute poliment et me conseille d'en faire autant. Ce n'est pas à nous de juger. Il faut écouter seulement, observer. Mesdames et messieurs, c'est une chanson que j'ai dédiée à tous ces jeunes patriotes du Québec, à tous nos copains qui sont derrière les barreaux en ce moment pour la même raison qui est aussi la nôtre. Un nouvel hymne national qui s'appelle La Redoute. Patriote du sol québécois, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête de fier. Bientôt c'est nous qui ferons la loi. Nos pères avant nous ont crevé pour défendre ta race et tes droits. Tant pis si l'on doit y rester. Aux armes québécois, regroupons-nous pour mieux frapper l'ennemi qui partout nous harasse. Pour 50 qui devront tomber, 5000 autres reprendront ta place. La relève qui derrière nous monte, eux enfin pourront respirer l'air pur d'une patrie sans
que ton sang lui aura donné. Patriote du sol québécois, le temps est maintenant venu. Relève enfin ta tête fière, bientôt c'est nous qui ferons la loi. Je ne peux pas m'imaginer à la place de ces gens-là. Ils ne paraissent pas vouloir raisonner du tout. Chez eux, c'est de la pure exaltation. Et si on ne la ressent pas soi-même, on ne peut pas comprendre. Aux armes québécois. Il y a des moments où ce déchaînement me fait peur. Comme tous les fanatismes, on ne sait pas où ça peut conduire. Par la suite, je me suis rendu compte que cette attitude passionnelle et réfléchie n'est pas courante à l'Université de Montréal. Séparatistes ou non, la plupart des étudiants envisagent la Révolution québécoise sous un aspect de progrès social et économique. Même quand ils ont une foi forte comme Robert Dupuis, ils veulent beaucoup plus transformer que bouleverser. Nous roulions dans les Laurentides, où je n'avais vu qu'un magnifique endroit pour faire du ski. J'ai été bien étonnée de constater que derrière la brillante façade touristique, il y a de nombreux îlots de pauvreté. J'ai demandé à Robert ce qu'un Québec nouveau ferait de tout cela. Cet taudis, cette misère, sont le fait des vieilles structures. Et cela devrait disparaître à mesure que notre société se transforme. Même ces grandes demeures respectables, même celles qui sont neuves, sont encore un visage de notre passé. Autrefois, les Canadiens français cachaient leur avoir dans un bas de laine, ou dans une boîte à biscuits, ou sous leur matelas. Ils craignaient d'investir dans leur propre société, parce qu'ils manquaient de confiance en eux-mêmes, en leur avenir, et que de toute façon, le contrôle économique de leur richesse leur échappait. Ceux qui, malgré tout, réussissaient, ont fait construire ces villas impressionnantes. C'était pour eux une question de prestige. Mais, en fait, c'est encore la vieille boîte à biscuits. Notre argent est immobilisé là-dedans. Nous autres, les jeunes, nous avons pour tâche de ménager la transition avec l'avenir. Nous devons apprendre à penser, à agir en tant que membres d'une collectivité, et non plus seulement à titre individuel. L'instruction, l'industrie, la recherche, voilà les investissements que nous envisageons. À mesure que nous deviendrons plus forts, les taudis disparaîtront d'eux-mêmes. Les Anglais s'étonnent souvent que l'Église soit le bâtiment le plus important de nos villes et villages. Mais c'est normal. Après la conquête, nous n'avions que notre langue et notre foi pour préserver notre identité ethnique. Il a bien fallu s'y raccrocher. Le seul homme instruit était le curé. Et c'est pourquoi il a été amené à jouer un rôle social démesuré, souvent fort éloigné de sa mission religieuse. La plupart des étudiants que je connais ne croient pas que l'Église catholique joue actuellement un rôle vraiment déterminant au Québec. Beaucoup d'entre eux sont agnostiques, ou du moins fortement anticléricaux. Mais en cela, ils ne sont peut-être pas tellement représentatifs du milieu en général, car il est évident que la religion reste très vivante dans la population. C'est surtout en visitant l'oratoire Saint-Joseph que j'ai constaté l'importance du fait religieux. L'édifice lui-même est considérable. Il peut contenir, paraît-il, jusqu'à 10 000 personnes. C'est magnifique, mais justement presque trop. Partout des dorures, du cristal, tout est voyant, fastueux. On imagine les sommes d'argent que les gens ont dû verser pour élever pareil monument. Il est vrai que la religion reste très proche du pays concret. Les vitraux, par exemple, évoquent des événements de l'histoire du Canada français. C'est que pour ce peuple, son histoire est une sorte d'épopée religieuse. Et la présence de scènes historiques dans une église montre à quel point la foi est une réalité très incarnée, presque biologique.
En écoutant et en observant les gens, j'ai remarqué la façon condescendante et paternaliste que les Canadiens anglais adoptent avec leurs compatriotes de langue française, tout en feignant d'ailleurs la plus grande compréhension. Par exemple, dans une discussion, ils diront « Votre cause a toute notre sympathie. Nous comprenons vos griefs, etc. Seulement... » Et alors, ils énumèrent les arguments les plus théoriques, les plus éculés contre le nationalisme et le séparatisme. Et cela sur un ton tellement assuré, avec une telle bonne conscience, que je comprends que cela puisse enrager les Canadiens français, qui redoublent alors d'intransigeance et d'agressivité. Entre les deux fanatismes, je me sens alors très seule, très inutile. Quand je regarde en arrière, je me rappelle les premières difficultés que j'ai eues à m'intégrer au milieu canadien-français. Je pensais que je n'arriverais jamais à sortir de mon isolement et à me faire des amis. Heureusement que je n'ai pas désespéré, parce que j'ai découvert que les différents groupes ne sont pas du tout fermés comme je le croyais d'abord. T'empêcher d'être ça. T'es fier de toi-même, t'es fier de ta race, t'es fier de ta culture, t'es fier de ce que t'es, quoi. Oui. Et puis le reste, ben, si les autres t'empêchent... Lorsque j'ai compris que personne n'allait me lancer des pierres, ni de se jeter à mes genoux parce que je venais de Toronto, ça a été beaucoup mieux. Et même j'ai trouvé la réaction de beaucoup assez étonnante et encourageante. On s'émerveillait surtout de ce qu'une Ontarienne ait osé se lancer à l'assaut du bastion canadien-français sans autre désir que celui de connaître et de comprendre. À cause de cela, leur méfiance est tombée et ils ont été vraiment ouverts avec moi, parlant aussi librement que si j'avais été des leurs depuis toujours. Est-ce que c'est la même chose se passe-t-il en avenir avec les jeunes? Est-ce qu'ils deviennent nationalistes et pas séparatistes en avenir? Non, l'un n'exclut pas l'autre quand même. L'un et l'autre, c'est la traduction d'un même état d'esprit. L'un et l'autre représentent le fait que les Canadiens français sont pas complètement satisfaits de leur sort. À part ça, il y a tellement de jeunes qui sont engagés aujourd'hui dans le séparatisme que je pense qu'ils ne peuvent pas se désengager. Plusieurs m'ont expliqué combien il est satisfaisant au plan des émotions d'être ou de se dire séparatiste. Comme tous les jeunes de notre âge, ils ont besoin de causes au service desquelles s'engager. Je les envie de n'avoir pas à chercher bien loin leur idéal. C'est ce qui manque aux Canadiens anglais, il me semble. Une raison profonde de vivre dans un pays authentiquement indépendant et différent. Another funny sort of misunderstanding is when somebody reads literally an expression such as stage struck in English, which would certainly seem to them to be completely ludicrous. Je donne des cours d'anglais à des étudiants de langue française. Et surtout, je leur enseigne à ne pas tomber dans les mêmes panneaux linguistiques que moi. Comme par exemple, lorsqu'après un repas, j'ai déclaré emphatiquement que j'étais pleine. La plupart ont compris ce que je voulais dire, mais ont trouvé que c'était plutôt de mauvais goût. D'autres, les yeux écarquillés, ont cru que je venais de me déclarer enceinte. C'est moi qui ai dû changer, car il n'est pas possible que tous ces garçons et toutes ces filles soient devenus soudain si différents. Le fait est, en tout cas, que je n'ai plus l'impression de ne voir autour de moi que des figures anonymes et sans expression, ou même hostiles. Les regards aujourd'hui ont de la vie, de la chaleur, tout me paraît plus sympathique. Oui, c'est sûrement moi qui ai changé. Is it a funny misunderstanding, or is it a tragic misunderstanding, or is it something other than either of these two types? Le navire chavire et je perds la mémoire. L'alouette s'arrête et je meurs sans savoir. Nos deux têtes s'entêtent à tourner vivement. Le rideau bientôt glissera lentement. Tu me dis ton
le chemin. Tous les sentiers du monde qui ne mènent à rien auraient voulu les empires chimériques et fragiles. J'ai perdu le soupir. J'avais si bien changé que mes vieilles affaires ne me plaisaient plus. J'ai presque tout renvoyé à Toronto. La nouvelle image que je me faisais de moi-même exigeait que je fasse peau neuve. Je me demande comment je vais leur annoncer que j'ai décidé de rester à Montréal pour de bon. Est-ce qu'ils pourront vraiment comprendre? Comprendre que je ne suis plus la même? Je me suis découvert des affinités extraordinaires avec ce milieu-ci. On y est plus simple, moins préoccupé des conventions. C'est une société beaucoup moins structurée, il me semble, plus ouverte. Il m'est devenu très difficile d'écrire chez moi à présent, parce que je ne trouve pas les mots qui leur feraient sentir ce que moi-même je sens. Tout ce que je trouve à leur dire, c'est que je suis bien, heureuse. Le reste est inexplicable. Il faudrait être à ma place. Je ne renie pas mon passé, je ne cherche pas à faire de comparaison. Je reste canadienne-anglaise, mais je me trouve plus à l'aise chez les Canadiens français. C'est comme ça. Je n'apporterai pas ton geste, ton regard, mais aux heures du bel âge, j'aurai le souvenir de l'odeur du rivage où je t'ai vu partir. Tu me dis ton